Nous sommes le 1er avril 2014, à Boquete, une petite ville de l'ouest du Panama, en Amérique centrale. Située sur les terres hautes, dans la province de Chiriquí, Boquete est proche de la frontière avec le Costa Rica. Lové dans une vallée couverte de fleurs et de plantations de café, Boquete est une étape obligatoire au Panama pour les touristes avides de nature vierge. La ville, cernée de splendides montagnes, offre de nombreuses activités sportives dans les environs. Originaire d'Amersfoort, aux Pays-Bas, Chris Kremers, 21 ans, et Lisanne Froon, 22 ans, sont des étudiantes brillantes. Chris est une petite blonde qui rêve d'une carrière d'actrice. Lisanne, elle, est une grande brune sportive passionnée de photos. Tous deux ont travaillé dans un café-restaurant pendant l'année universitaire et ont mis de l'argent de côté pour financer un voyage d'1 mois et demi au Panama. Leur projet est d'apprendre l'espagnol et de faire du bénévolat auprès d'enfants dans une école locale. Pour les deux amis, ce périple est aussi l'occasion de découvrir la beauté insolente du Panama. Le 29 mars 2014, Chris et Lisanne arrivent à Boquete. Elles sont au Panama depuis 15 jours et doivent démarrer leur travail bénévole. Cependant, l'école d'accueil a fait preuve d'un certain manque d'organisation et les filles ne peuvent commencer à travailler comme prévu. Le programme est reporté d'1 semaine, ce qui provoque la colère de Lisanne, à en croire son journal intime. Mais ça ne dure pas. Les deux Néerlandaises, qui logent chez l'habitant, ont 1 semaine à tuer, et elles décident d'en profiter pour visiter les environs splendides de Boquete. Elles ont réservé une excursion prévue le 2 avril sur le volcan Barú, un volcan de la région, avec l'un des meilleurs guides du coin, qui s'appelle Feliciano. Le mardi 1er avril 2014, vers 11h du matin, Chris et Lisa annoncent sur Facebook qu'elles partent se promener autour de Boquete. Même si c'est le début de la saison des pluies, le temps est magnifique, et elles enfilent des vêtements légers, shorts et débardeurs. Les heures passent. La nuit tombe. Le lendemain matin, le 2 avril 2014, les Néerlandaises ne se présentent pas au rendez-vous prévu avec Feliciano, le guide qui devait les emmener sur le volcan Barú. Un peu surpris, il va aux nouvelles et donc va voir leur famille d'accueil, où il apprend qu'elles ne sont pas rentrées de la nuit. Rapidement saisie, la police inspecte les affaires des vacancières dans leur chambre. Apparemment, elles n'ont pas emporté grand-chose. Les heures passent et le 3 avril, dès 8h du matin, une opération de Search and Rescue est enfin organisée par les autorités autour de Boquete. L'opération est coordonnée par le SINAPROC, Système National de Protection Civile. Le SINAPROC fait décoller des hélicoptères qui vont et viennent dans le ciel. Donc des fonctionnaires, assistés par des fermiers, fouillent la jungle à la recherche des disparus. Mais c'est le pire scénario pour les secours. En effet, Chris et Lisa n'ont pas précisé où elles allaient se balader le 1er avril. Les secours ne savent tout simplement pas où le chercher. À Boquete, la nouvelle de la disparition des Européennes se répand comme une traînée de poudre et on obtient une information capitale. Elles auraient été vues sur le sentier El Pianista, dont le départ n'est situé qu'à 7 km au nord de Boquete. Les pouvoirs publics y concentrent donc leurs recherches. Avant de poursuivre, apportons quelques précisions sur El Pianista. Ce sentier d'environ 5 km est appelé le pianiste, car il grimpe une série de marches ressemblant à un clavier de piano. Il mène jusqu'au Mirador, un point de vue à 1851 mètres d'altitude, qui correspond à la ligne continentale de partage des eaux entre l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Lorsque le ciel est dégagé, il est possible d'apercevoir la mer des deux côtés. Une expérience visuelle inoubliable. L'ascension vers le Mirador est plutôt facile. Il faut compter 3 à 4 heures pour faire l'aller-retour. Revenons maintenant aux faits. Le 6 avril 2014, les recherches piétinent depuis 4 jours et les autorités panaméennes reçoivent des renforts venus des Pays-Bas. Des inspecteurs de police néerlandais accompagnés d'une douzaine de chiens pisteurs et renifleurs de cadavres. Les parents de Chris et Lisanne, qui n'ont plus de nouvelles de leur fille depuis le 1er avril, via l'application de messagerie instantanée WhatsApp, ont également fait le voyage.
elles offrent une récompense de 30 000 $ à toute personne susceptible de les aider à localiser leur fille. Pendant 10 jours, on fouille la jungle de fond en comble. La nuit, les sauveteurs utilisent des fusées éclairantes et font du bruit pour signaler leur présence. Malgré les limiers entraînés et venus de Hollande, rien n'y fait. On ne trouve pas la moindre trace des Européennes. 10 semaines passent. L'opération de Search and Rescue n'est plus qu'un lointain souvenir. Quand à la mi-juin 2014, un coup de théâtre survient. Une femme de la tribu locale des Ngobé apporte à la police un sac à dos bleu. Le sac à dos de Lisanne. La femme explique qu'elle a trouvé le sac sur une berge du Rio Culebra, qu'on surnomme aussi la rivière du serpent. Une rivière près du village d'Alto Romero, à environ 9 km au nord du sentier del Pianista. Détail important, la femme assure que le sac n'était pas au bord de la rivière la veille. Les policiers sont perplexes parce que le sac est dans un état quasi neuf. On n'a vraiment pas l'impression qu'il est resté 2 mois et demi exposé aux intempéries. Et son contenu est encore plus déconcertant. Jugez plutôt 2 soutiens-gorge parfaitement pliés, 2 smartphones, un iPhone 4 qui appartient à Chris et un Samsung Galaxy S3 qui appartient à Lisanne. 2 paires de lunettes de soleil, bon marché, une bouteille d'eau, l'appareil photo numérique compact de Lisanne, un Canon PowerShot SX270, le passeport de Lisanne et 83 $ en cash. Le sac est propre et toutes les affaires sont parfaitement rangées à l'intérieur. Désireux de comprendre ce qui est arrivé aux filles, les policiers parcourent les photos dans la carte mémoire de l'appareil. Et ces photos vont délivrer de précieuses informations sur le parcours des eaux hollandaises. Lorsqu'ils examinent les premières photos, les enquêteurs obtiennent la confirmation que les 2 femmes étaient bien sur El Pianista le 1er avril 2014, grâce aux dates et heures incrustées sur les images. Néanmoins, le compact Canon PowerShot n'a pas de GPS intégré. Il est impossible de savoir avec précision où les photos ont été prises. Les premiers clichés sont tout à fait ordinaires. On voit Chris et Lisanne sur le sentier, entourés par la nature sauvage. Sur les prises de vue, on ne voit personne d'autre aux alentours. Vers 13h, les amis atteignent le Mirador. Tour à tour, elles prennent la pause devant le panorama grandiose. Le temps est sec et ensoleillé. Tout paraît normal. Après avoir gagné le sommet, la plupart des visiteurs repartent en sens inverse vers Boquete. Mais Chris et Lisanne ont visiblement décidé de pousser la promenade un peu plus loin. Après tout, il n'est que 13h. La météo est exceptionnelle, alors pourquoi ne pas en profiter? Les filles s'engagent visiblement sur le sentier qui descend sur l'autre versant, derrière le Mirador. Ont-elles pensé que le sentier formait une boucle et revenait à leur point de départ? Si c'est le cas, elles ont fait une grave erreur. Car en réalité, Chris et Lisanne quittent la province touristique de Chiriquí et pénètrent dans celle de Bocas del Toro. Elles s'enfoncent dans une zone dangereuse du Panama où seules les tribus locales, les Ngobé, osent s'aventurer. Plus de 22 km de forêt tropicale quasi déserte jusqu'à la mer des Caraïbes. Si dans sa première partie, El Pianista ne présente aucune difficulté, passer le Mirador, c'est tout le contraire. Le sentier, excessivement boueux, n'est plus entretenu par les rangers. Par endroits, il est encaissé dans des barrancos, de minuscules canyons aux proies rocheuses. À Bocas del Toro, il est fortement déconseillé de faire des randonnées sans guide. Non seulement on risque de se perdre, il n'y a pas de signalisation, mais les dangers sont pléthoriques. Reptiles, ravins, rivières à fort courant, etc. Si l'enfer vert existe sur Terre, il doit ressembler à Bocas del Toro. Derrière le Mirador, il n'y a plus aucun réseau pour les téléphones portables. C'est ce qu'on appelle une zone blanche. L'analyse de l'iPhone de Chris déterminera d'ailleurs qu'elle a perdu toute réception à partir de 13h39, le 1er avril 2014. 20 minutes plus tard, Lisanne Froon prend sa dernière photo de la journée. Sur un cliché pris à 14h environ, on voit Chris au bord d'une quebrada,
un ruisseau rocailleux qui descend dans la jungle. Elle regarde Lisanne, l'air d'attendre. Notons que Chris apparaît sur la majorité des clichés. Et c'est logique, puisque l'appareil Canon appartenait à Lisanne, et qu'en plus elle marchait derrière son ami. Tout semble normal sur cette photo. La météo est au beau fixe, et la rivière n'est pas en crue. Mais ce qui est très étonnant, c'est que Lisanne ne prendra plus de photos de tout l'après-midi. Pourtant il était tôt, il était 14 h. Et plus loin sur le sentier, une jolie cascade aurait mérité d'être immortalisée sur pellicule. Plus mystérieux encore, on ne se sert plus de l'appareil pendant une semaine. Puis on l'utilise à nouveau, en pleine nuit. En effet, la carte mémoire de l'appareil Canon contient une série de 90 photos prises dans la nuit du 7 au 8 avril 2014, entre 1 h et 4 h du matin. Toutes ces photos ont été prises à un intervalle de 2 minutes en moyenne. Les policiers font défiler les 90 clichés et deviennent mal à l'aise. Sur les 90 photos prises, 87 sont noires ou inexploitables, comme si le flash n'avait pas fonctionné. La carte mémoire est transmise à l'Institut néerlandais de médecine légale. Des spécialistes en traitement d'images réussissent à améliorer la qualité des 3 seules photos viables. Seulement, elles restent énigmatiques. De toutes évidences, ces photos ont été prises la nuit, dans l'obscurité totale, quelque part dans la jungle. Dans la pénombre, on distingue des roches et de la végétation en arrière-plan. On ignore l'angle exact de prise de vue. Et ça n'a aucun sens. Et ces photos sont perturbantes. Sur l'une d'elles, on voit l'arrière de la tête de Chris en gros plan. Et on discerne vaguement une plaie parmi ses cheveux blonds. Une autre photo, particulièrement angoissante, va provoquer l'agitation des internautes quand elle sera publiée sur la toile. 2 morceaux de matière rouge sont accrochés à une branchette sur un rocher, où traînent quelques papiers aluminium, semblables à des emballages de chewing-gum. Ce cliché aurait-il une signification cachée? Certains observateurs vont émettre l'idée terrifiante qu'il s'agit de morceaux de peau humaine, ou bien de préservatifs. On verra ultérieurement qu'il n'en est rien. Mais le but de cette série de photographies reste flou. Ont-elles été prises accidentellement? On peut imaginer que Lisanne et Chris aient utilisé le flash de l'appareil pour éclairer leur chemin. À moins qu'une tierce personne ne se soit servie d'appareil. Bref, on nage en plein mystère. Parlons maintenant des smartphones. Si les photos prises par les disparus glacent le sang, l'analyse des téléphones mobiles fournit également des informations inquiétantes. Le 1er avril 2014, entre 16h39 et 16h51, Chris et Lisanne ont chacune composé le 112, le numéro d'appel d'urgence aux Pays-Bas. Selon toute apparence, quelque chose s'est mal passé entre 14h et 16h39. Mais quoi? On ne le saura jamais puisque les appels n'ont pas abouti. La faute aux montagnes environnantes. En tout cas, un événement imprévu est survenu dans ce créneau horaire. Et c'est pour cette raison qu'elles n'ont plus pris de photos par la suite. Les 2, 3 et 5 avril 2014, de nouveaux appels sont émis au 112 ainsi qu'au 911, le numéro des urgences aux Pays-Bas. Il semblerait qu'entre chaque tentative, les appareils ont été éteints, ce qui s'avère une bonne stratégie pour économiser les batteries. À partir du 5 avril 2014, le téléphone Samsung Galaxy de Lisanne cesse d'émettre, car sa batterie est vide. Mais l'iPhone 4 de Chris fonctionne toujours. Détail bizarre, les 6 et 11 avril, on essaye de s'en servir à nouveau, donc de l'iPhone 4, sans parvenir à entrer le code PIN. Ce qui peut signifier 2 choses. Soit Chris ne se souvenait plus de son code secret, soit quelqu'un d'autre a cherché à utiliser son iPhone. Reprenons maintenant la chronologie des faits. En août 2014, soit 4 mois après la disparition, des autochtones font une découverte macabre, toujours au bord du Rio Culebra.
quelques kilomètres avant l'endroit où avait été récupéré le sac à dos de Lisanne. Des locaux ramassent 5 fragments d'os, notamment un pelvis, c'est-à-dire un os du bassin, et une chaussure de randonnée de marque néerlandaise avec un pied humain à l'intérieur. Notez, et ça c'est pour le moins troublant, que ce pied a été ramassé sur la berge du rio Kolovala, derrière un arbre. Après expertise ADN, on obtient la confirmation que c'est un pied de Lisanne, et que le pelvis appartient aussi à Chris. Néanmoins, les enquêteurs sont déroutés, car plusieurs fragments d'os n'appartiennent pas aux Hollandaises, mais à 3 autres personnes qu'on ne parviendra jamais à identifier. En amont de la rivière, on a aussi ramassé sur un rocher le short en jean de Chris, soigneusement plié. S'il est donc bien arrivé malheur aux 2 touristas, de quoi sont-elles mortes? Impossible de le savoir. Les restes humains collectés le long du rio Culebra sont insuffisants pour que les médecins légistes panaméens puissent se prononcer. Idem pour leurs collègues néerlandais. En vertu du principe de territorialité, ce sont les autorités panaméennes qui sont responsables de l'enquête. Mais pour eux, et contre toute attente, il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête criminelle. S'il y a beaucoup d'insécurité en Amérique centrale, n'oublions pas que la Colombie est voisine du Panama. Le secteur de Boquete est considéré assez sûr pour les touristes. La possibilité d'un crime a malgré tout été étudiée. Des témoins ont indiqué avoir vu Chris et Lisanne le matin du 1er avril en compagnie de 2 jeunes hommes de la même nationalité, des touristes hollandais. Effectivement, ils ont pris tous les 4 un brunch ensemble, mais ils se sont ensuite séparés. Les 2 Néerlandais ne sont pas allés sur El Pianista avec les filles, sinon on les aurait aperçus sur les photos prises par Lisanne. Enfin, la police les a retrouvés par la suite et ils ont été mis hors de cause. Un guide touristique a aussi été suspecté dans cette affaire. Attention, on ne parle pas de Feliciano. Le 31 mars 2014, la veille de leur disparition, cet individu avait proposé aux Hollandaises de les emmener précisément sur El Pianista, mais elles avaient refusé ses services pour une raison inconnue. Ce guide a une réputation de dragueur. Il est propriétaire d'un ranch à Bocas del Toro. Et surtout, et ça c'est plus inquiétant, il est l'une des personnes qui a trouvé leurs os au bord du rio Culebra. Des coïncidences pour le moins troublantes. Quoi qu'il en soit, ce guide, au profil de suspect numéro 1, n'a jamais été inquiété par les autorités. Bon, notons que la police est gangrénée par la corruption en Amérique centrale. Mais il convient néanmoins de rester très prudent. On a déjà vu des personnes au profil de coupable idéal être innocents. Si l'hypothèse d'un meurtre brutal est ici tentante, plusieurs points ne collent pas. Chris et Lisanne étaient visiblement seuls sur le sentier. On ne voit aucun homme à côté d'elles sur les photos. Et un assaillant ne les aurait sûrement pas laissés servir de leurs appareils. Pour finir, rien n'a été volé. Équipement électronique, argent liquide. Et aucune rançon n'a été réclamée dans une région du monde où c'est une pratique courante. Le mobile aurait bien sûr pu être sexuel. Un viol suivi d'un meurtre. Cependant, il est illogique qu'on n'ait pas fait disparaître après l'appareil photo et les téléphones, qui contenaient des informations permettant de remonter aux auteurs des faits. Pour le gouvernement panaméen, l'affaire est somme toute assez simple. Les 2 touristes européennes ont succombé à un dramatique accident. Tentons maintenant de reconstituer les faits et d'établir le scénario plausible de l'accident. Donc là, je vais vous raconter la façon dont ça aurait pu se passer. Mais bien sûr, on n'est sûr de rien. Le 1er avril 2014, Chris et Lisanne montent sans encombre jusqu'au Mirador en fin de matinée. Après 13 heures, elles descendent dans la jungle luxuriante de Bocas del Toro quand un incident survient. Certains observateurs ont avancé l'idée que les filles étaient déjà perdues à 14 heures, car sur la dernière photo, celle prise près de la quebrada, Chris ne sourit plus. Au contraire, son expression faciale suggère qu'elle est contrariée. Quels problèmes ont eu les filles? Impossible de le déterminer avec certitude. Je suis convaincu quand même qu'une des filles, Chris, et j'expliquerai pourquoi plus tard, a été immobilisée. S'est-elle tordu la cheville? À moins qu'elle ne se soit faite morte par un serpent venimeux. La forêt tropicale de Bocas del Toro abrite 150 espèces de reptiles, notamment de dangereuses vipères sauteuses.
Rappelez-vous que le Rio Culebra est surnommé la rivière du serpent. Quelle que soit la cause, Chris ne peut plus avancer. Lisa l'aide à marcher, mais peut-être qu'elle ne trouve plus chemin pour revenir à Boquete. Elle n'avait pas emporté de carte. Il est également possible qu'elle se soit égarée en cherchant un raccourci. Bref, elles essayent de se débrouiller seules pendant plus de 2 heures, puis se rendent compte qu'elles sont coincées et n'arriveront pas à sortir seules de la jungle. Notez qu'on comprend que Lisa n'a plus la tête à prendre des photos souvenirs à partir de là. Les Hollandaises commencent à paniquer et à 16h39, elles appellent les secours. Double problème, il n'y a pas de réseau et elles composent un mauvais numéro, le 112, et celui des urgences aux Pays-Bas. Donc même si leurs appels avaient abouti, ça n'aurait servi à rien. Ne pouvant compter que sur elle-même dans l'immédiat, Lisanne prend les choses en main. À la nuit tombée, elle s'occupe de Chris dont l'état empire. Plusieurs cas de figure sont possibles. Le venin du serpent fait effet, ou elle est gravement déshydratée. Vu qu'elle n'avait emporté qu'une seule bouteille d'eau, Chris a pu être tenté de boire l'eau d'un ruisseau. Un acte qui peut s'avérer lourd de conséquences. En Amérique centrale, l'eau douce contient des amibes et des parasites unicellulaires microscopiques. Ingérer de l'eau infectée provoque de terribles dysenteries. Pour les Néerlandaises, la situation devient rapidement critique. Car la nuit, la température tombe à 10 degrés dans la jungle panaméenne, et c'est le noir complet. Les jours suivants, Lisanne va et vient dans le secteur pour retrouver le chemin du retour. Le souci, c'est qu'il est peut-être impossible de revenir à Boquete. S'il a fait beau le 1er avril 2014, les services météorologiques ont confirmé que la région de Bocas del Toro a connu des pluies orageuses les 3, 4 et 8 avril. Dans ce cas, remonter la pente boueuse vers le Mirador est infaisable. Mais Lisanne ne veut pas abandonner son amie et elle reste avec elle. Sans eau ni nourriture, les 2 filles s'affaiblissent lentement mais sûrement. Les experts en survie disent qu'une personne non préparée a une espérance de vie de 7 à 10 jours dans la jungle. Ici, c'est cohérent avec les faits, car la dernière tentative d'appel à l'aide a eu lieu le 11 avril 2014. 10 jours exactement après la disparition. 10 jours exactement après la disparition, quelqu'un tente de se servir de l'iPhone, mais échoue à entrer le code PIN. À mon avis, ça peut être Lisanne, qui essaie d'utiliser le smartphone de Chris sans avoir le bon mot de passe. Chris est malheureusement certainement déjà morte à ce moment-là, et c'est ce qui me fait dire que c'est elle qui a eu un gros problème le 1er avril entre 14 et 16 heures. Jusqu'ici, ce scénario paraît cohérent. Que s'est-il passé ensuite? On a coutume de dire que lorsqu'on est perdu en pleine nature, il faut suivre un cours d'eau. C'est sans doute ce qu'ont fait les Hollandaises durant la nuit du 8 avril 2014, la fameuse nuit où ont été prises les 90 photos. Lisanne utilise son appareil Canon entre 1h et 4h du matin. A-t-elle vu les fusées éclairantes des secours dans le ciel? Je suppose qu'elle se sert du flash pour tenter d'attirer l'attention des sauveteurs. Au cours de la nuit, Lisanne et Chris essaient de traverser une rivière ou un ravin sur un pont de fortune construit par les autochtones. 3 cordes tendues au-dessus du vide. Au bord de la perte de conscience, Chris fait une chute mortelle. C'est très certainement ce qui est arrivé parce que des spécialistes en photographie ont cru discerner un corps en arrière-plan sur une des photos prises cette nuit-là. Mais ce n'est que pure conjecture. Pour être sûr de retrouver l'endroit où est tombé Chris, Lisanne accroche des morceaux de sac plastique rouge à une branchette sur un rocher en guise de repère, puis prend une photo. Il faut noter qu'on a retrouvé des sacs composés de la même matière dans la chambre des filles à Boquete. Tout laisse à penser que Lisanne a survécu seule après le 11 avril. Combien de jours? On l'ignore. Une fois décédée, son corps aurait été comme celui de Chris, emporté par les flots et entraîné à des kilomètres en aval du Rio Culebra. Lisanne aurait perdu un pied en raclant sur les rochers au fond de l'eau. Il faut savoir que les chevilles sont des parties fragiles du corps et que les pieds ont tendance à se détacher des cadavres de noyés. Nous en arrivons donc à la conclusion du procureur général du Panama. Les 2 randonneuses ont été emportées par la rivière en crue. Avant de passer à la partie commentaires, mentionnons qu'un panneau avec marqué « Fin du sentier, pas de chemin retour » a été récemment installé au sommet du Mirador. Il est on ne peut plus regrettable qu'il n'ait pas existé en 2014. Passons maintenant à la partie commentaires.
Étant donné que le tourisme au Panama génère un revenu annuel de 4 milliards de dollars, on peut comprendre que les autorités locales et que le gouvernement du Panama aient privilégié la piste accidentelle. Seulement, tout le monde n'est pas d'accord avec ce scénario. À commencer par Maître Enrique Arocha, l'avocat des parents de Chris Kremers. Pour M. Arocha, la version officielle de l'histoire n'a aucun sens. Ça peut paraître surprenant à première vue, mais il est vrai qu'en étudiant le dossier, il comporte de nombreuses zones d'ombre et de questions sans réponse. D'abord, le silence de Chris et Lisanne. Sachant qu'elles appartenaient à la génération Y, qu'elles étaient accros aux nouvelles technologies, et vu la durée de leur agonie, il est très surprenant qu'elles n'aient laissé aucun message d'adieu à l'attention de leurs proches sur leur téléphone portable. Elles auraient pu taper un texto, faire une vidéo, expliquant le drame. Rien. Ça a été le silence total. Autre point problématique, l'endroit exact du drame. Hans Kremers, le père de Chris, s'est beaucoup impliqué dans l'enquête. Il est retourné en septembre 2014 sur El Pianista pour bien visualiser les yeux, avec Feliciano, le fameux guide qui avait aidé les recherches. Et ils n'ont jamais compris comment les filles avaient pu se perdre. Il n'y a qu'un seul chemin. Plus déroutant encore, ils n'ont pas trouvé l'endroit où ont été prises les 90 photos nocturnes. Le lieu exact de la tragédie reste donc inconnu. Parlons maintenant de la rivière. Dans les semaines qui ont suivi la disparition de Chris et Lisanne, le niveau de l'eau du Rio Culebra était insuffisant pour entraîner les restes jusqu'au lieu de leur découverte. Une côte de Chris a été ramassée sur une berge à 15 km du Mirador. Autre petit problème, entre guillemets, cette côte a été retrouvée en amont de la rivière, près de la source. On a du mal à comprendre comment cet élément a pu remonter à contre-courant. La chaussure de randonnée de Lisanne, avec son pied à l'intérieur, a lui été récupérée loin de la rive, derrière un arbre. Et la femme de la tribu des Ngobé, qui a trouvé le sac à dos de Lisanne, a juré qu'il n'était pas au bord de la rivière la veille. Comment est-il réapparu subitement sur la berge 2 mois et demi après les faits? Évoquons maintenant les effets personnels des filles. Le sac à dos et les vêtements collectés au bord du Rio Culebra étaient dans un état quasi immaculé. S'ils ont été charriés par les eaux boueuses de la rivière et s'ils sont restés près de 72 jours dans la jungle, dans la chaleur, l'humidité, on comprend difficilement comment ils ont pu rester propres. Évoquons maintenant une énorme zone d'ombre du dossier, les ossements. Pourquoi n'a-t-on presque rien retrouvé des squelettes des filles? Où sont passés leurs crânes? Si un corps humain comporte plus de 200 os, on n'a au total retrouvé qu'une trentaine d'ossements appartenant aux filles. En ce qui concerne Chris, on n'en a trouvé que 2. Son pelvis et une côte. Rappelons que on trouve régulièrement dans le Rio Culebra des carcasses entières de bœufs et de vaches. Où sont passés le reste des squelettes des filles? L'état des os pose aussi question. Il est impossible qu'il soit dans cet état, a déclaré Maître Arocha, l'avocat de la famille Kremers. Effectivement, il y a des différences entre les os de Lisanne et ceux de Chris. Les os de Lisanne comportent encore du tissu humain, tandis que ceux de Chris, ils sont très très propres. On dirait qu'ils ont été blanchis avec de l'eau de Javel. Un légiste a avancé l'idée qu'on aurait pu utiliser un produit chimique dessus, de l'engrais, peut-être pour
détruire ces preuves ou faire disparaître des marques. Et pourquoi dit-il ça? Pour une raison assez simple. On a relevé sur certains os des niveaux anormalement élevés de phosphore. Est-ce que ce phosphore provient d'une source naturelle? Peut-être, mais la terre de Bocas del Toro n'est pas une terre volcanique. Donc, on n'est pas sûr qu'ils proviennent du sous-sol. Si un produit chimique a été utilisé, là par contre, c'est beaucoup plus inquiétant. Autre information assez angoissante également, le directeur de l'Institut médico-légal du Panama a dit que du citron vert aurait pu être utilisé pour accélérer la décomposition du corps. Il faut savoir que cette méthode est utilisée par les cartels. Il faut macérer des cadavres dans du citron vert. Le citron vert est très corrosif et ça provoque le démembrement du corps. Ça permet de se débarrasser des restes. Il faut maintenant se poser plusieurs questions. A-t-on voulu cacher quelque chose? Et dans l'affirmative, qui et quoi? Dernière question, qui étaient les 3 personnes dont on a trouvé des fragments d'os en même temps que ceux des Européennes? Refermons maintenant le chapitre des ossements. Nous allons parler des erreurs de la police. Effectivement, des fautes grossières ont été commises par la police locale dans cette affaire. Pour ne citer qu'un seul exemple, aucune précaution n'a été prise pour préserver les éléments trouvés au bord du Rio Culebra. On a dénombré une 30aine d'empreintes digitales différentes sur le sac à dos de Lisanne, et les fonctionnaires n'ont pas pris la peine de recueillir celles des membres de la tribu de Ngobé. En clair, tout le monde a touché ce sac à dos et l'a contaminé avec son ADN. Cet indice pourtant capital est donc devenu inexploitable pour la police scientifique. Maintenant, il faut évoquer l'inefficacité des secours. Vu que les autorités panaméennes ont déclenché une importante opération de Search and Rescue dès le 3 avril 2014, comment se fait-il qu'on n'ait pas trouvé Chris et Lisanne? C'est invraisemblable qu'elles soient mortes si près des sauveteurs. Rendez-vous compte, à partir du 6 avril, même les parents de Chris et Lisanne participaient aux recherches. Et Lisanne était a priori encore en vie le 11 avril. Une question technique me taraude. Pourquoi n'a-t-on pas cherché à localiser les smartphones des filles? Un des appareils a fonctionné jusqu'au 11 avril, grâce à une bonne gestion de la batterie. C'est d'autant plus incompréhensible qu'on peut repérer un portable même éteint. J'ai là tout de même une explication, étant donné qu'il n'y avait pas de réseau sur la région, c'était une zone blanche, et donc les autorités n'avaient aucun moyen de repérer les appareils. Ils étaient en quelque sorte aveugles. Dernière question, et pas la moindre, où étaient les filles entre le 1er avril et le 11 avril 2014? La jungle est certes immense, mais des centaines de personnes l'ont fouillée jour et nuit sans succès. Le plus bizarre, c'est que Feliciano, le guide, a certifié être descendu derrière le Mirador le 3 avril 2014 et n'avoir vu personne, ni aucune empreinte. Si on n'a pas trouvé Chris Kremers et Lisanne Froon dans la forêt vierge pendant 10 jours, c'est peut-être parce qu'elles ne s'y trouvaient pas. Était-elle enfermée quelque part ailleurs? Et si on avait voulu faire croire qu'elle s'était perdue en disséminant des indices le long de la rivière? Après tout, les 90 photos nocturnes du 8 avril 2014 ont pu être prises par n'importe qui. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de l'émission sur la disparition de Chris Kremers et Lisanne Froon. Donc, si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à lire mon livre « Disparu dans la nature, 20 histoires vraies et mystérieuses monde ». Voilà, vous le trouverez sur Amazon, vous tapez Lionel Camille « Disparu dans la nature monde ». Voilà, vous trouverez les liens. Vous trouverez aussi dans ce livre beaucoup d'autres histoires énigmatiques, la plupart du temps inconnues en France. Voilà, et je vous invite aussi à visionner l'émission que j'ai fait sur Nuria TV, consacrée à cette affaire. Il y a encore d'autres éléments qui sont à la fois passionnants, révoltants et très mystérieux.
Je ne vous en dis pas plus, donc je vous invite à voir cette émission qui est disponible aussi sur YouTube. Voilà. Donc je vous remercie. Merci pour votre fidélité, votre soutien. Si vous aimez ce programme, faites-le connaître. Si vous aimez mon livre, mettez un bon commentaire sur Amazon. Voilà. Merci à vous. À bientôt.